Comment vous en êtes arrivé à vous intéresser à ces périodicités particulières qu'on n'utilise pas spécialement en astrologie? Au début, donc ça c'était déjà c'est Sergei Tarasov, qui est mon collègue qui a créé ce logiciel, donc elle est partie de vérifier tous les avancées astrologiques sur s'ils ont une base fondamentale. Et alors il y avait quelqu'un qui avait développé cette idée de ces cycles-là? Non, non, les cycles existaient toujours, n'est-ce pas? Non, mais astronomiquement, ils existent toujours, c'est juste un calcul astronomique. Oui, mais malgré tout, c'est une façon particulière. En astrologie, on n'écrit pas les cycles de cette façon habituellement. Ah oui, certainement. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'on peut vérifier l'astrologie classique avec un zodiaque géocentrique. C'est-à-dire de cette zodiaque que vous parlez, de ces cycles-là. Oui, zodiaque géocentrique ou topocentrique, si on peut dire. Et nous, on a essayé, on peut faire les recherches dans cette zodiaque, donc zodiaque géocentrique, mais on peut faire les recherches avec des autres zodiaques, par exemple le zodiaque sidéral. Après, il y a les phases solaires-lunaires, c'est autre chose, c'est le changement des phases. Donc, au fur et à mesure, pour faire de vraies recherches, on a dit, Sergei a dit que alors pourquoi on recherche toujours, on est pensé dans ce modèle astrologique traditionnel, on peut bien se développer ailleurs. Donc on va voir les événements astronomiques. Et à partir de ce point-là, donc il a commencé à insérer la possibilité de tester les diverses données astronomiques, c'est-à-dire les cycles astronomiques déjà qui sont ailleurs de la modèle astrologie classique. Il est allé chercher d'autres, parce que ce qu'il connaissait ne marchait pas? Ça marchait, mais ça donnait un certain type de résultats. Voilà. Donc j'ai dit, on va trouver d'autres façons de calculer le cycle. Voilà, il y a d'autres façons de calculer le cycle, il y a d'autres façons de voir des systèmes, et à partir de ces calculs-là, on peut, par exemple, on peut faire un zodiaque mondial, c'est-à-dire comme vous dites, chaque jour, le soleil il est devant nous, et ce n'est pas un seul degré qu'il bouge par jour, mais il bouge 360 degrés par jour, n'est-ce pas? Donc il va, il couche, et hop, il revient. Donc on peut vérifier avec cette zodiaque-là aussi les influences, s'il y en a ou pas. Et voilà, donc ce n'est que le système, il n'y a rien de secret dans tout ce qui se trouve. Ce qui est un peu gênant dans ce système, c'est que les gens ne les connaissent. Le peuple ce sont des critères très, très sophistiqués, quelque part. Enfin, ce ne sont pas les cycles que le peuple connaît. Non. Ce n'est pas facile à visualiser, tout ça. Il peut visualiser une conjonction entre deux planètes, entre une planète et une étoile. Enfin, mais là, ça me paraît correspondre à un niveau de connaissance scientifique qui ne correspond pas à ce qu'on connaissait il y a dans l'Antiquité. Ah non, non, du tout, du tout. Et donc là, on sort du cas de l'astrologie complètement. Donc là, on peut dire que ça c'est astrofinance avec l'astronomie. Oui, donc, mais comment vous expliquez, vous, Serge, comment vous expliquez le lien de causalité qui pourrait exister entre ces cycles et la bourse? Expliquer les liens, voilà, c'est ça les grandes questions philosophiques qui commencent à s'installer ici, ça c'est les liens. Et, par quel processus on pourrait imaginer qu'il y a un rapport entre ces deux plans? Si c'est par exemple, voilà, donc ça, on va prendre toujours des exemples avec les planètes qui marchent, donc les cycles qui marchent. Et on va essayer de lier à l'astrologie qui est existante. Par exemple, les cycles dominants sur les indices mondiaux comme Dow Jones, S&P, CAC 40 ou des autres, ils vont à peu près dans la même régularité. Et donc c'est les cycles Soleil-Mercure. Hein. Et Mercure, c'est le dieu des commerces, et voilà, c'est tout ce qu'on sait de Mercure. Et justement, ça correspond très bien. Après, les cycles de crise, c'est les cycles de Mars, même si c'est un cycle solaire aussi, c'est Mars autour du Soleil qui tourne. Et donc
c'est un autre cycle, mais c'est un cycle qui est plutôt destiné pour les crises. On peut voir son influence quand elle rentre dans les phases critiques. Voilà, donc après, comme je vous donnais tout à l'heure un exemple avec les Vénus, les influences des Vénus sur les marchés. Donc je dis que le marché de la Chine, il est gouverné sur la Vénus. Ça, c'est aussi, on a trouvé, c'est très étonnant pour dire que la Vénus, c'est une économie qui s'intériorise, que justement cet esprit de la... Je sais pas si ça va durer longtemps, ce genre de choses. Mais... Oui, on ne sait pas. Après, ça change. Après, donc, dans le monde général, global, que ce soit la Russie ou les États-Unis, c'est la dominance de Mars. Donc, c'est l'activité, c'est la concurrence, c'est la conquête. Donc, c'est l'activité martienne qui domine la commerce mondiale aussi. Et ça, on peut vérifier par les cycles de Mars qui est très fort, les cycles de 2 ans sur l'économie mondiale. Voilà, donc ça c'est... et à partir de là, on peut faire les suppositions, on peut revenir vers l'astrologie classique, communiquer ce qu'on sait déjà, mais on voit de là. Après, il y a des grands cycles comme le cycle du juglar, il est de 9 ans quelques. Bon, on peut la rapprocher vers un cycle de Jupiter, 11 ans. C'est le reste des cycles de Jupiter. Et qui est très régulier aussi au niveau économique. Après, bon, il y a des cycles contratiers, donc on connaît, c'est les cycles, le double cycle de Saturne, si on peut dire. Donc voilà, tout ce... Pouvez-vous nous parler un peu plus du cycle de Contratier? Rappelez-nous un peu comment c'est. Bah, je crois que c'est 50... non, 62 ans, 62 années, ouais, je crois que c'est ça, son cycle. Et si on vérifie avec les données chronologiques, c'est un cycle le plus stable. Ça veut dire qu'elles se réapparaissent toujours dans toutes les phases de développement des marchés. Donc c'est un des cycles les plus stables. Après, il y a des cycles les plus stables, c'est les cycles de Jupiter, de juglar. Des cycles de 9 ans et demi et de 11 ans. Voilà, c'est à peu près dans cette distance. Et c'est un cycle qui réapparaît à chaque phase, donc ce cycle prend son activité. Voilà. Et voilà, donc ça c'est le cycle qu'on a vérifié sur les données chronologiques. On peut dire leur existence, leur influence, il marche, ça marche ce cycle. Et il domine assez en général. Donc à dire qu'il y a des secrets, il y a des vrais secrets, si, il y a des secrets particuliers, il y a des astuces dans le travail qu'on fait. Mais dans la nature des cycles, les marchés sont assez simplistes. Donc on peut dire, définir, il y a des influences qui sont générales, donc les dominantes, les influences dominantes, et après les bruits, les modèles, on peut les rentrer dedans. C'est de cette façon que ça fonctionne. La Lune aussi, la Lune elle a très grande influence sur les humeurs sur les marchés. Voilà. C'est un cycle très fortement qui influence les humeurs, les fluctuations courtes, c'est la Lune. Donc chaque planète aurait une signification particulière? Oui, je dirais oui, chaque planète elle peut avoir une signification particulière qui est liée à l'activité particulière des êtres humains. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, les marchés, voilà, c'est un autre exemple qui est très intéressant, c'est les marchés des devises, des échanges de monnaies, euro-dollar, donc ça c'est une autre nature des marchés que le marché des actions. Et alors là-bas, la dominance, c'est la Vénus. Et donc c'est aussi cycle solaire entre des Vénus autour du Soleil 534 jours, 538 jours je crois, qui est dominant sur le marché des échanges de monnaies. Et donc c'est une nature différente et on peut dire pourquoi l'argent à Vénus donc, est lié à ces cycles-là. Donc on peut donner cette interprétation. Après, les influences de la Lune, c'est souvent sur les nouvelles qui apparaissent, les nouvelles statistiques. La Lune réagit assez rapidement, donc c'est les humeurs brusques, c'est les fluctuations humeurs. Donc c'est aussi très intéressant à voir. Et après, il y a ce que j'ai retrouvé, les axes des signes fixes qui influencent énormément le monde des finances.
Donc ça veut dire l'axe des Scorpion Taureau et l'axe des Lions Verseau. Voilà, on peut dire que c'est un croix cardinal pour le monde des finances. Donc ça, il faut voir, donc dès qu'il y a des planètes qui rentrent dans ces signes-là, donc le monde financier. Oui, donc finalement, vous travaillez dans le polyplanétarisme, vous travaillez sur plusieurs planètes, vous augmentez, vous savez, s'il y a beaucoup de planètes, c'est plus intéressant que s'il y a une seule planète, et chaque planète a quand même quelque part aussi son domaine d'influence, c'est ça? Pas forcément. Sa nature d'influence, c'est pas un domaine, il n'a pas par domaine. Sa nature. Sa nature d'influence, voilà. Il s'influence différemment. Et sa périodicité est différente. Voilà, oui. Oui, on retrouve l'astrologie classique derrière tout ça, effectivement, l'influence de Mars par exemple. Alors que dans le système, Saturne n'est pas considéré d'un point de vue astrologique. Saturne, c'est un marqueur de temps qui évolue, qui réveille, ou qui marche, qui ne marche pas, mais il n'y a pas de rapport. On pourrait en trouver un, mais je veux dire qu'il n'est... Par exemple, justement, le cycle, la courbe de Dow Jones, elle est très influencée par Saturne. Et si on peut dire, la fin de la crise de 2009, le jour de la fin de 2008, la dernière crise financière qu'on a vue, le jour quand le dernier plus bas les marchés ils ont marqué le jour quand le soleil était en opposition avec Saturne. Et à partir de ce moment-là... Ça se produit tous les ans, tous les mois. Non. Enfin, oui, enfin, c'est-à-dire qu'effectivement, il faudrait qu'il soit en bélier, oui, c'est ça. Soyez en bélier. Oui, oui. Non, mais vous parlez d'une façon qui est assez à part cette théorie des cycles sidéraux qui est un peu compliquée, inhabituelle, enfin, vous parlez de l'astrologie un petit peu de façon traditionnelle, en fait, bon, c'est chaque planète. Moi, je me sens, effectivement, j'ai l'impression que enfin, je veux dire, je ne peux pas vous dire que je suis très enthousiaste par rapport à votre projet, puisque moi, ça me paraît correspondre à une astrologie qui est un petit peu dépassée aujourd'hui, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, mais cela dit, vu que beaucoup d'astrologues travaillent comme ça ne veut pas dire que ce ne soit pas un bon produit, justement, au contraire. Que ça correspond assez bien à la culture des astrologues. Maintenant, donc au niveau du commercial, ça paraît justifié, puisque ça correspond, ça ne va pas à l'encontre de ce que les astrologues font et pensent. Mais du point de vue de la recherche astrologique, en revanche, moi je crois que l'astrologie est en train de changer radicalement, qu'elle va évoluer vers d'autres façons de voir. Donc, cette idée un petit peu comme ça romanesque de chaque planète qui a son influence, qui va apporter sa dimension, sa sensibilité. Donc je pense que c'est une forme d'astrologie qui n'est déjà plus dans le temps, enfin, qui ne correspond déjà plus à ce que doit être l'astrologie aujourd'hui. Je crois qu'on est en train de s'apercevoir qu'il y a une espèce de, comme je disais tout à l'heure, de basculement, il y a un basculement comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, une fois qu'on a compris où était le problème, les choses se règlent. C'est comme en psychanalyse. Quand vous comprenez quelque chose, qu'il s'est passé quelque chose dans votre histoire qui vous a complètement perturbé ou traumatisé, on avance. Là, c'est un peu ce qui va se passer, probablement. C'est qu'effectivement, on va s'apercevoir que toutes ces classifications planétaires, zodiacales, maisons, tout cela ne fait sens que sur le plan d'une théorie prévisionnelle, une théorie cyclique, et non pas sur le plan spatial. Mais je crois que c'est quand même important que vous compreniez cela, c'est-à-dire qu'effectivement, ça veut dire que Mars et Jupiter ne sont que des états d'un même cycle, en fin de compte. Ce sont que des passages d'un même cycle à travers une période, de même que par exemple la théorie des âges, bon, on peut être plus martien à 20 ans qu'à 40 ans, ou je sais pas. Donc, je veux dire, ça correspond à des états successifs. Et il y a quelque chose qui a fait dans l'histoire de l'astrologie que cette capacité à mettre les choses dans la succession
a été en quelque sorte enrayé, entravé, stoppé, et qu'on a reconsidéré, restructuré tout ça dans une spatialité. Le cas du zodiaque est quand même tout à fait remarquable. Parce que tout le monde sait très bien qu'effectivement le zodiaque c'est un cycle. Et qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait des gens qui soient du bélier et d'autres du taureau et d'autres des gémeaux. Ça correspond à des moments par lesquels chacun d'entre nous peut passer. Donc, voyez-vous, et par exemple, d'ailleurs le public ne s'y trompe pas, le public ne s'y trompe pas, le public qui attache de l'importance. Est-ce que le public cherche des choses très très pointues ou au contraire il cherche à appartenir à une catégorie? Voilà, c'est ça la question. Dans l'affaire de Strauss-Kahn, je crois que le fait de faire son thème natal n'est pas forcément intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'il fait partie d'une série de victimes politiques qui se multiplient d'ailleurs. Et ce qui est important, c'est de comprendre le rôle des chefs. L'astrologie, c'est la science du pouvoir, si on peut dire. C'est-à-dire que c'est elle qui nous explique à quel moment la cote, pour reprendre une expression boursière, la cote des hommes politiques monte ou descend. Voilà. Et il suffit de suivre normalement un seul et unique cycle, tout en pouvant le subdiviser comme on veut, en plusieurs étapes. Moi, l'autre jour, je donnais l'exemple des marchés. Vous savez qu'à Paris, je crois que c'est peut-être la même chose ici, mais enfin, il y a des marchés qui ont lieu une fois par semaine ou 2 fois par semaine dans la rue. Et alors, quand on regarde comment ça se passe, c'est assez compliqué, assez comique, parce que la veille du marché, ils commencent à mettre les tiges, et puis ils installent les couvertures, tout ça, et puis après les gens installent leur stand, et puis après le public arrive, et puis après on commence à vider les choses, et après on enlève les barres, enfin c'est cyclique, voyez-vous. Donc on pourrait très bien remplacer tout le système des planètes et des signes et des maisons par un système comme ça. C'est toujours la même chose. L'idée c'est ça se fait, ça se défait, ça se fait, ça se défait. Voilà. Bon, donc on ne va pas épiloguer là-dessus. Ça ne fait sens que dans le temps. Et encore, on ne va pas non plus dire. Moi, l'autre jour, je disais à un de mes adversaires, enfin mes interlocuteurs dans un colloque, je lui disais, à propos de Jean-Pierre Nicolas, je lui disais, mais pourquoi est-ce que Jean-Pierre Nicolas, quand il a gardé le zodiaque, il a complètement renouvelé la signification, mais il a gardé quand même les 12 signes. Il aurait pu aussi bien faire un zodiaque à 8, à 15, c'est n'importe quoi. Donc, effectivement, moi je suis pour le nettoyage de l'astrologie. Il faut récurer, enlever tout ce qui a été rajouté, tout ce qui n'a pas beaucoup d'importance, tout ce qui peut changer, tout ce qui est interchangeable. Il faut un petit peu rajeunir tout ça. Moi aussi. Ah bon? Je prends une autre façon différente. Oui, alors justement, comment est-ce que vous voyez surtout sur l'astrologie financière. Moi je parle mais je suis plutôt de cette façon-là de voir les choses que... Comment est-ce que vous envisagez le rajeunissement et le nettoyage de l'astrologie financière? Oui, financière. Je veux bien financière, il faut mettre bien à part. Oui, non, mais dans le domaine financier, il n'y a pas de souci. Dans le domaine financier, d'abord, par exemple, l'utilisation des cartes natales. Il y a énormément d'astrologues qui utilisent, ils disent, voilà, il y a une entreprise qui était née telle et telle date. Bien sûr, oui. Et on utilise leur carte natale pour prévoir les évolutions. Oui, c'est très court. Et nous, on a les possibilités de faire les vérifications avec la carte natale, donc on laisse la libre choix dans nos recherches, mais en même temps on balaye tout ça, nous sommes à la recherche d'endroits sensibles des horoscopes, et par rapport à l'historique des prix de cette entreprise par exemple. Et donc voilà, on regarde à quel endroit, par exemple, chaque fois que le soleil passe à 6 degrés en scorpion, cette valeur elle monte. Donc là, on dit que voilà, ça c'est un bon endroit. On ne sait pas ce qu'il y a dans son thème natal à cet endroit-là.
en Mars, en Saturne, Ouais. en Soleil, mais on sait bien qu'à chaque fois, dès que ce phénomène s'est reproduit, il y a quelque chose qui bouge. Voilà. Et donc là, on peut déterminer les poids sensibles dans le zodiaque qui ont influence sur une valeur. Et donc, non, on est toujours dans parce qu'il faut bien comprendre que l'astrologie financière, elle était très pratique dès le départ. C'est pas une astrologie qui rentre dans les théories philosophiques. On peut philosopher, mais la principale source, c'est de matérialiser de pensée. Et donc, ce qu'on cherche, donc les probabilités, s'il y a au maximum de probabilités qui vont être dans notre côté, on peut la réussir la prochaine fois. Il est certes qu'on prend le risque, mais dans le domaine des finances, voilà, on prend les risques, on doit savoir gérer les risques aussi, au cas où si ça ne marche pas comme on le souhaitait. Donc c'est très précis. Quand on travaille avec l'argent direct, on n'a pas beaucoup de marge d'erreur. Ça fait mal. Vous voyez, c'est un astrologue qui dit, ah voilà, ça c'est, je ne sais pas, il y a des influences qui sont positives, négatives. Non, là, ça ne va pas. Donc, nous, on doit connaître exactement notre temps d'action, par exemple. Donc voilà, on doit mesurer les événements et notre action dedans. Et ça c'est très important pour travailler, si on veut vraiment attribuer l'astrologie à la bourse. Autre façon, l'astrologie à la bourse devient un côté philosophique, mais ce n'est pas un travail. Et moi je parle du côté du travail, c'est-à-dire contraire. C'est deux choses différentes. Voilà. Et après, donc, on peut retrouver chez beaucoup d'astrologues qui partent souvent dans l'aspect philosophique, peut-être ça, ou à l'intérieur. Donc, il décrit les phénomènes qui viennent passer avec ce qu'il voit dans les étoiles. Et dans le futur, il ne s'engage pas pour le futur. C'est normal, parce qu'il n'a pas de, on va dire, connaissances, pas les connaissances, mais les moyens techniques, on va dire simple, les moyens techniques pour voir les situations globales. Oui, alors écoutez, oui, effectivement, on en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez résolu le problème par un graphique qui est censé être une sorte de décantation de la réalité. C'est-à-dire qu'effectivement, normalement, notre esprit doit être capable de réduire les choses à des idées simples. On voit un événement, on voit une personne, à quoi on va la réduire. Donc, moi, par exemple, j'aime bien réduire les gens à être un homme et une femme. Pour moi, la psychologie féminine et masculine, c'est très important. Donc, effectivement, la réduction de l'événement à quelque chose de simple. Le concept, qu'est-ce que c'est que le concept? C'est de revenir au point de départ des choses. Conception, à la conception, c'est des points de départ. Donc, revenir au point de départ, c'est-à-dire évacuer tout ce qui a pu se rajouter par rapport à ce point de départ. Être capable de revenir à la source. Hein, à l'idée initiale de ce qu'on voit. Bon. Or, il y a une espèce de tour de passe-passe, si on peut dire, dans ce que vous me dites, parce qu'effectivement, les graphismes, les graphiques de la bourse ne correspondent pas à une philosophie, ils ne correspondent pas à une conceptualisation. Ils consistent à simplement modéliser, encore c'est un grand mot, à formaliser le cours des activités boursières, des actions. Bon. Vous-même, par exemple, Serge, vous n'avez pas de formation philosophique particulière. Non. Et vous, quand on n'a pas une démarche philosophique personnelle, on aime bien trouver des solutions qui existent déjà, si vous voulez. C'est humain. C'est-à-dire qu'effectivement, soit on est capable soi-même de créer des modèles, soit on prend les modèles qui existent déjà. Bon. Et c'est vrai que ça peut faire des erreurs que de prendre des modèles existants, mais en même temps,
on a l'impression d'être dans l'objectivité, c'est-à-dire on est objectif puisqu'on n'a pas son propre modèle, on prend un modèle que les gens vous fournissent. Enfin, on en a parlé tout à l'heure, mais comme de toute façon on ne va pas remettre tout, on ne va pas tout passer en... On ne va pas utiliser tout ce qu'on a fait, donc je préfère qu'on récapitule un peu ce qu'on a dit, pour faire quelque chose de plus cohérent. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens qui viennent à l'astrologie, ils viennent parce que justement, ils ont un problème philosophique. Exactement, ils ont un problème de conceptualisation. C'est-à-dire que parce que l'astrologie fournit des concepts, quelque part, entre guillemets. Elle fournit des concepts. C'est-à-dire qu'elle nous dit quel est le concept qui est derrière cette situation, derrière cette personne, derrière cet événement. Ce qui nous épargne, ce qui nous économise la nécessité de nous-mêmes faire ce travail de conceptualisation. Par exemple, je vais regarder des événements et je n'ai pas besoin de l'astrologie pour me dire quel est le concept qui est derrière ces événements. Je vais trouver moi-même des choses qui sont communes à ces différents événements. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas cette faculté, il va chercher quelque sorte une machine à créer du concept. Et l'astrologie est une machine à créer du concept. Si vous voulez. La machine va vous dire, ah là c'est plutôt Vénus, là c'est plutôt Mars, là c'est plutôt Saturne qui intervient, etc. Et voilà, donc le problème c'est que quand on met les gens au pied du mur, il ne fonctionne que par rapport à l'astrologie. C'est-à-dire que c'est l'astrologie qui vous dit si on est dans une période martienne, si on est dans une période jupitérienne. Donc il n'y a pas de recherche dans ce cas-là. Si la recherche, monsieur Ivanov, consiste à déterminer quelles sont les choses qui sont importantes en astrologie, quelles sont les choses qui sont valables en astrologie, à ce moment-là, on ne peut pas travailler comme ça. Là, les gens dont je viens de parler sont des gens qui pensent que l'astrologie a déjà la capacité de nous dire ce que sont les choses et ce qui se passe dans le monde et ce qui se passe chez les gens. Donc, on est dans une sorte de cercle vicieux, puisque souvent je compare les gens qui font l'astrologie à des aveugles, c'est-à-dire à des personnes qui ont besoin d'un outil pour voir, parce que par elles-mêmes, elles ne voient pas bien. À la limite, c'est presque comme des lunettes, si on veut. Oui, mais c'est pas que l'astrologie, c'est tous les concepts qu'on peut faire, donner, ils ont été créés. Voilà, il y a beaucoup d'outils qui sont là pour compenser des manques. L'autre jour, justement, j'étais à Bordeaux et je demandais aux gens, mais pourquoi est-ce qu'il y a 90% de femmes dans la salle de conférence? C'est d'ailleurs, quand on regarde les films, c'est effrayant. On a l'impression que c'est une réunion féministe, en fait, de femmes. Et il y a 3 ou 4 hommes qui sont venus accompagner leurs femmes. Enfin, c'est assez incroyable. Hein. Bon, l'exil des hommes par rapport aux réunions d'astrologie est quelque chose de tout à fait frappant depuis déjà une vingtaine d'années. Et à quoi c'est dû? Eh bien, justement, il y a deux théories exactement opposées, M. Ivanov. C'est ça qui est assez amusant. Il y a la théorie sur laquelle les femmes viennent à l'astrologie parce qu'elles ont une sensibilité particulière. Ouais. Et la théorie inverse qui est parce qu'il leur manque une certaine sensibilité. Donc, c'est un peu compliqué parce qu'effectivement, moi je dis toujours, écoutez, si on va dans un magasin de lunettes, c'est pas parce que les gens ont une bonne vue. Et si les gens vont dans des cures pour maigrir, c'est pas parce qu'ils sont trop maigres. Donc effectivement, moi je dirais plutôt l'astrologie attire des gens qui ont du mal à conceptualiser, qui ont du mal à classer les situations qu'ils rencontrent, tout simplement. Et vous, par exemple, telle personne va vous dire, il y a des personnes qui ne captent pas immédiatement quelle est la valeur, quel est le type de la personne qu'elles rencontrent. Elles ne savent pas situer la personne facilement, et donc elles mettent un temps fou pour comprendre quelle est la relation qu'elles doivent avoir avec cette personne. Quelle attitude avoir avec cette personne-là. Bon, parce qu'elles n'ont pas tout de suite interprété les codes, les comportements, etc. Bon. Donc, quand on a des échecs de ce type-là, c'est-à-dire de l'échec au niveau de l'identification de l'autre, du classement de l'événement, du classement de la situation, et qu'on découvre que l'astrologie existe, que l'astrologie, elle fabrique du concept, elle fabrique une sorte de radioscopie, comme ça, qui nous dit cette personne-là, elle est comme ça, cet événement, il est comme ça.
tout ça, ça va fasciner, ça va attirer vers l'astrologie. Et à mon avis, ça veut dire que s'il y a autant de femmes qui vont dans cette direction, c'est qu'elles ont un problème par rapport à ça, à mon avis. Bon, les femmes, en général, elles vont souvent dans tout le cercle, que ce soit un peu du yoga ou, ou d'autres techniques, les cartes tarot, il y a plus de femmes dans ces conférences que des hommes. Oui. Dire que après autre chose, donc il y a des gens qui recherchent ou après une grande blessure personnelle, ils font des recherches comme l'astrologie, les sciences antérieures, on va dire, c'est les sciences de l'âme. Et donc ils vont chercher ailleurs dans rechercher, soigner ses blessures ailleurs, donc ou c'est justifier de son destin ailleurs par les moyens tarot, astrologie ou des autres. Et en même temps, ça rejoint que les femmes ont une plus grande sensibilité. Donc cette théorie, il ne faut pas non plus la rejeter. Moi, on peut considérer peut-être que je suis un peu misogyne, mais moi je pense que, je vais dire des choses qui vont peut-être vous choquer, et peut-être je ne sais pas comment votre femme apprécierait ce que nous disons, mais vous savez, par exemple, vous mettez un disque, hein, vous mettez un disque dans vous avez des disques, je sais pas, vous mettez un disque ou un enregistrement. Cet enregistrement, il ne tient pas compte des gens qui l'écoutent. La machine ne tient pas compte elle va jouer le même disque, quelles que soient les personnes qui sont là ou pas là, même d'ailleurs. Voyez-vous ? Donc nous avons cette catégorie nous avons dans notre société, dans notre environnement, des objets comme ça qui fonctionnent indifféremment, si vous voulez. C'est-à-dire qu'ils ne tiennent pas compte de ce qui se passe, de qui les reçoit, ils font leur truc, et puis les autres, ils font ce qu'ils veulent. Ils ne tiennent pas compte. Bon, donc on peut pas dire qu'un... Est-ce qu'on peut dire qu'un disque est sensible? Alors, il peut faire une très jolie musique, possible, mais il ne sera pas sensible aux gens qui sont en train de l'écouter. Non. Bon. La femme est un peu dans cet état, voyez-vous. C'est-à-dire qu'en fin de compte, elle est capable d'exprimer des choses très, très personnelles, très sensibles, etc. Mais elle ne capte pas forcément bien ce qui se passe autour d'elle, voyez-vous. Et d'ailleurs, elle n'en tient pas forcément compte. Vous avez certainement remarqué, si vous êtes perspicace, que souvent les femmes disent les mêmes choses à des gens très différents. Elles peuvent répéter des choses dans les contextes les plus différents. Et elles ne tiennent pas forcément compte beaucoup de ce qui se passe, de qui écoute, de qui reçoit, de qui entend. Ça ne change rien. Donc, moi, ça fait plusieurs années que j'ai écrit sur ce sujet. Il y a des points que comprendre la psychologie féminine, c'est parfois comprendre le fonctionnement de certaines machines. Vous avez remarqué probablement avec quelle facilité une femme peut répéter 100 fois la même chose. Presque mot pour mot. Vous lui dites, voilà, tu vas téléphoner à 100 personnes, tu vas dire la phrase suivante, elles vont téléphoner, elles vont dire la phrase suivante. Ça ne va pas spécialement les fatiguer. Un homme, il va se dire, mais à qui je parle? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Est-ce que ça correspond? Mais je parle comme ça, je ne sais pas à qui je parle. C'est énervant. Bon, donc, je pense que le mot sensible, vous savez, c'est des mots comme ça, il faut les définir, voyez-vous. Mais la capacité à capter l'information, hein, capter l'information globalement et capter les choses qui se trouvent autour de soi, chez les femmes, cette capacité est très, très, très limitée. Elle est souvent limitée à quelques éléments comme ça qui se présentent éventuellement, comme ça par hasard, mais la volonté de comprendre dans sa globalité et totalement qu'est-ce qui se passe, quelle est l'information, etc. Souvent, par exemple, les femmes parlent sur la base d'une information ponctuelle. Elles n'ont pas vérifié cette information, elles ne l'ont pas recoupée, elles n'ont pas été chercher si vraiment c'était comme ça, etc. Donc il y a un manque de recherche au niveau de l'exhaustivité de l'information,
souvent elle démarre à partir d'une information très discutable, comme ça, qui est venue comme ça, et puis tout de suite elle commence à réagir par rapport à ça. Ou alors, tout simplement, elles ne tiennent pas compte de l'information, etc. Donc, moi j'ai eu l'autre jour, par exemple, il y a une dame qui a fait une conférence sur l'astrologie, alors, à Neuilly, eh bien, à aucun moment, elle a parlé pendant 10 heures, elle ne s'est pas demandé à qui elle parlait. Elle ne s'est pas demandé quel était le niveau de connaissance astrologique des gens à qui elle parlait. Elle avait sa conférence, elle l'a faite de A jusqu'à Z, et vous savez la fameuse expression, je n'ai pas terminé, je n'ai pas encore terminé. Laissez-moi terminer, après on verra. Bon. Donc, ça c'est des comportements typiquement féminins qui ne tiennent absolument pas compte de l'interlocuteur. Parfois, vous savez, il y a eu des cas comme ça très comiques. Vous présentez à une femme, un ami, vous lui dites « Ah, mon ami, c'est un grand spécialiste de la Chine. » Ou de je sais pas quoi, n'importe quoi. Et alors, la femme, elle va commencer à parler de la Chine. Parce que vous ouvrez un tiroir, la Chine, donc elle va dire des choses à ce type-là qu'il en connaît 100 fois plus qu'elle, mais il faut qu'elle montre qu'elle sait quelque chose sur la Chine. Donc vous avez employé le mot Chine. Voilà. Donc c'est des situations extrêmement comiques et parfois grotesques qui sont un petit peu, qui n'arrangent pas les choses, si vous voulez, quelque part. Hein. Bon, donc, alors c'est peut-être assez caricatural ce que je dis, mais c'est pour vous dire que la situation des femmes dans le cas de l'astrologie, c'est quelque chose qui doit nous faire réfléchir très très sérieusement, parce que ça n'est jamais un très bon signe. Et ce sont des personnes qui considèrent, ça c'est aussi un point très intéressant, qui considèrent que la question de l'astrologie est résolue. C'est-à-dire que, voilà, l'astrologie, elle existe, il n'y a plus qu'à l'appliquer. Il ne s'agit pas de la repenser, de la redéfinir, de la restructurer, etc. Non, elle existe, il faut l'utiliser le mieux possible. Voilà, donc il faut faire attention comment on l'utilise, comment on l'applique, etc. Bon. Alors, et en plus, alors évidemment, elle l'applique en tenant compte de l'astrologie, parce que s'il y a bien quelqu'un qui saurait faire tout le temps à son thème astral, en disant « je suis comme ceci parce que c'est dans mon thème », ou « cette personne-là est comme ci parce que ça », donc c'est vrai, l'astrologie devient c'est comme des lunettes, comme on peut pas... Et puis en plus, je vais vous dire une chose, et ça revient un peu à une décision qu'on a eue tout à l'heure, Serge. Si vous voulez, on pourrait dire que la femme a un problème avec la notion d'objectivité. Elle a toujours besoin de l'objectivité. C'est-à-dire l'idée que quelque chose n'existe que parce que je le pense, il faudrait que cette... Voyez-vous, par exemple, comme vous dites tout à l'heure, on a discuté des modèles, bon, on peut prendre des choses qui sont déjà établies, ou on peut établir soi-même des choses. Bon. Bien, d'une manière générale, la femme va préférer prendre des choses qui sont déjà installées. Bon, et dont elle considère que quelqu'un qui lui propose quelque chose qu'il a lui-même créé, c'est inacceptable, à la limite, voyez-vous. Il faut que ce soit déjà quelque chose qu'on a pris ailleurs. C'est-à-dire que c'est un comportement, quelque part, il faut que les choses se soient décidées au-dessus, en amont. On pourrait presque dire, enfin, bon, je ne veux pas employer d'expression trop forte, mais d'une certaine manière, c'est comme si tout s'était déjà joué avant. Ça s'est déjà joué avant, ça s'est déjà joué à un niveau supérieur, et nous, on a simplement à prendre ce qui s'est décidé et à en faire le meilleur usage. Donc, quelque part, déjà, il y a une attitude, je dirais presque subalterne, fondamentalement subalterne, qui correspond à une sorte d'humilité, effectivement. Il y a une humilité de la femme qui considère que, voilà, qu'est-ce que moi je suis pour pouvoir repenser les choses, pour pouvoir redéfinir les choses? Je ne suis rien, moi. Donc je peux me contenter de ce qui est déjà là. Bon. Alors, bon. Et alors finalement, ce qui est intéressant, c'est que l'élément... Alors, pourquoi il y a... Votre question, on peut l'inverser. Pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu d'hommes dans ces réunions? Parce que justement, cette mentalité est une mentalité qui est fondamentalement incompatible avec la pensée masculine, avec l'attitude masculine. L'homme a besoin de maîtriser ce qu'il fait. Il a besoin de comprendre ce qu'il fait, il a besoin de pouvoir éventuellement le transformer, il a besoin aussi de le repenser,
Et il ne peut pas se contenter simplement de prendre quelque chose et dire voilà, bon, bah, je le prends et puis je verrai bien ce que ça donnera, etc. Donc, si vous voulez, instinctivement, c'est pas l'astrologie qui est comme ça, c'est ce qu'elle est devenue. Hein. Mais instinctivement, vous savez, moi j'ai connu l'astrologie dans les années 70, oui, même avant, et c'était beaucoup plus favorable. Il y avait beaucoup plus d'hommes d'ailleurs. C'était très ouvert, il y avait les recherches de Nicolas, de Vauquelin, de Barbeau. Bon, c'était une période où l'astrologie bougeait beaucoup. Et puis il y a eu, il y a 20 ans, il y a eu une espèce de coup d'arrêt. Bah, ce qu'on vit actuellement en Russie, il existe les conférences, donc il y a pas mal des hommes, des astrologues. Ah oui, des hommes, oui, oui. Et voilà, donc ça c'est... Donc, de cette situation que vous décrivez en années 70 ici en France, il est actuellement existant en Russie. C'est bien possible. Oui. Non, oui. Je vous confirme. Mais même en France, il y a des congrès. Moi, par exemple, quand j'organise des congrès, il y a beaucoup plus d'hommes. Mais d'une manière générale, malgré tout, certaines formes de réunions qui sont d'ailleurs... Parce qu'il y a des réunions d'astrologie qui sont très différentes les unes des autres. Par exemple, si vous visualisez les deux congrès qui sont organisés, on les a tous filmés, que nous avons organisés ce vendredi et samedi là, de cette semaine, vous verrez qu'il y en a une où il y a des conférences successives, où chacun fait une conférence de 3/4 d'heure, et puis voilà, après on passe à autre chose. Il n'y a aucune discussion entre les astrologues, il n'y a aucune remise en question, et puis nous on a fait un autre colloque la veille, où au contraire on n'arrêtait pas de discuter, de mettre des choses au point, de dire que ça... Bon, effectivement, là, ce sont des mentalités différentes, mais actuellement, je le disais encore il y a hier, si vous supprimez toutes ces femmes de plus de 60 ans, où il n'y a plus de congrès, il n'y a plus de public. C'est-à-dire que, non mais c'est clair, vous allez dans une réunion d'astrologie à Paris, à Lyon, à Bordeaux, à Lille, etc. Vous dites, voilà, on enlève toutes les femmes au-dessus de 60 ans. La salle est vide. Donc voilà, donc c'est quand même un phénomène sociologique majeur. Elle est vide, alors que ça veut dire qu'on ne peut plus... Elle est vide, ça veut dire qu'il n'y a pas de public, personne ne paye, il n'organise plus rien. Donc financièrement, actuellement, le milieu astrologique ne fonctionne que grâce à la ménagère de 60 ans. Donc effectivement, qui veut un certain type de produit, qui considère que l'astrologie est une affaire entendue, c'est-à-dire que c'est connu, si les gens ne veulent pas de l'astrologie, c'est parce qu'ils sont méchants, parce qu'ils ne veulent pas comprendre. C'est un outil merveilleux. Moi j'aimerais bien que les gens soient un peu plus lucides, c'est-à-dire qu'ils disent, voilà, bon, nous on espère que l'astrologie va nous permettre de résoudre nos problèmes, parce que nous quelque part, nous ne fonctionnons pas. Quand les gens, par exemple, à qui il manque une jambe, ils ne vont pas dire qu'ils sont normaux. Ils vont dire, voilà, il nous manque une jambe. Bon. Et bien en astrologie, il faut dire aussi qu'il y a des gens qui sont là parce que, justement, il y a des choses qu'ils ne comprennent pas, ils n'arrivent pas à fonctionner comme les autres, comme les gens normaux. Là, ce serait intéressant, parce s'il y avait cette reconnaissance d'une anormalité des personnes, on dirait, bon ben voilà, très bien, mais à ce moment-là, on ferait venir des psychiatres ou des psychologues pour aider ces gens-là. Puisque, effectivement, ils attendent de l'astrologie qu'elle leur trouve des solutions. Et il faut laisser, pour ça que je vous dis, faites très attention, parce que actuellement l'astrologie est très très perturbée, très, très corrompue, très frelatée, très polluée. Et c'est pour ça que d'ailleurs je vous ai posé la question, parce que je me suis dit finalement, peut-être que vous-même, vous avez une démarche qui vous empêche d'une certaine manière de... c'est-à-dire qu'en fin de compte, quelque part, vous restez quand même très proche de cette démarche que je viens de décrire. Hein. C'est-à-dire, l'astrologie nous dit ce qui se passe, en fait. Elle nous dit quels sont les facteurs qui rentrent en jeu. Voilà, donc effectivement, même si... C'est amusant parce que notre conversation a basculé. Au début, quand vous avez commencé à dire les premières phrases, je me suis dit, voilà, il nous a dit, par exemple, voilà, il y a des guerres civiles, et puis on va voir quels sont les facteurs qui reviennent quand il y a des guerres civiles. Mais en même temps, à un moment donné, vous avez dit l'inverse. Vous avez dit, s'il y a une configuration Mars ceci ou Saturne cela,
ça veut dire qu'il y a un certain type d'événement qui se produit, voyez-vous. Bon. Et c'est pas la même. Ce sont deux stades de la recherche totalement différents. Il y a un stade fondateur qui consisterait à dire quels sont les facteurs à considérer, et puis après on applique. Mais pour arriver à un stade fondateur, il faut bien reconstruire toute la chaîne. Et toute la chaîne, c'est les solutions que vous proposez, par exemple, même avec les phases de Saturne, c'est une idée qui est très intéressante. Que... Je vous écoute. Que cette avancée théorique, actuellement ça reste une théorie, vos propositions, il faut qu'elles soient vérifiées dans les temps, n'est-ce pas, pour apporter, pour avoir la vision lucide. J'ai entendu ce que vous dites, que les cycles ça répète selon ces... Oui, mais pour vérifier dans le temps, il faut avoir des définitions. Voyez-vous? Oui, donc il faut bien, par exemple, on peut aller chercher cette définition, par exemple, on peut faire modéliser même cette carré, par exemple, selon les événements de réunification et des réunifications des pays, de gouvernance des pays. Mais bon, c'est un travail. Tant que ça reste au niveau de discussion, c'est une discussion. Non, mais là, attendez, ne confondons pas. Moi, je vous ai exposé l'outil tel que... Ça ne veut pas dire du tout qu'il n'a pas été élaboré ni validé. Ça veut dire simplement il y a deux temps pour faire les choses. Moi, si je dois vous faire une démonstration, c'est une chose. Maintenant, l'application, c'est une... Il y a un temps pour montrer que le système est valable, il y a un temps pour l'appliquer. Quand on passe au temps où il s'agit de l'appliquer, on n'est plus en train de le démontrer. Nous, ce que nous avons choisi, on a essayé de choisir sans apporter nos propres idées. Donc vous avez expliqué que c'est l'homme qui a créé ce système astrologique pour marcher dans ce monde, n'est-ce pas? Et nous, on départ de ça que on va voir c'est quoi, qu'est-ce qui nous influence. On a multiples panels de différents événements, des modèles possibles qu'on peut mettre, et à partir de ce moment-là, on commence les recherches, et vraiment, peut-être, qui sait, ça peut se déboutir de construction d'un zodiaque, d'un système, ou des points sensibles qui nous permettent de vérifier certains, voilà, cyclicité de cette Saturne, par exemple. Non, mais ce qui me paraît frappant dans notre discussion, c'est qu'effectivement, quelque part, vous n'enregistrez pas ce qu'on vous dit. Non, je veux bien enregistrer. Non, parce que par exemple, quand je vous dis que l'idée de la multiplication des planètes ne fait pas sens et qu'elle est liée à une déformation du système. J'ai compris. Suivi le temps des âges. Voilà, c'est-à-dire que tout d'un coup, on est obligé de gérer quelque chose qui devait se développer dans le temps, on est obligé de le gérer dans l'espace. Et ça crée des situations ingérables, justement, d'une certaine manière. C'est-à-dire comment on peut gérer, nous, voilà, les astrologues, qu'est-ce qu'on peut apporter d'utile avec nos connaissances? Non, mais il faut comprendre qu'il y a eu quelque chose qui a basculé dans l'histoire de l'astrologie, n'est-ce pas? C'est-à-dire que tous les outils astrologiques, quels qu'ils soient, sont au départ des outils qui permettent de baliser le temps. Bon. Le zodiaque, c'est un cycle, les maisons, c'est un cycle, les planètes aussi s'inscrivent dans un cycle. Non, mais je ne parle pas du cycle des planètes, je parle des planètes comme représentant des états d'un cycle. Oui. Il y a un temps pour Vénus, il y a un temps pour Mars, par exemple. Des cycles, qu'est-ce que c'est que les états d'un cycle? Des états qui se succèdent, qui se suivent, donc qui ne sont pas en même temps. S'il y a A, B, C, D, c'est pas A et B en même temps. C'est A, puis B, puis C, puis D. À partir du moment où ça ne fonctionne plus, on va avoir A plus B plus C plus D en même temps. Bon. Et c'est ça qu'il faut arrêter. Il faut arrêter ce truc-là. Il faut replacer la diversité même des catégories astrologiques comme un moyen de baliser, d'organiser le temps, et non plus comme un moyen d'organiser l'espace. Il ne faut pas... Ces valeurs ne sont pas là pour se battre entre elles sont là pour marquer des états successifs. Par exemple, la vieillesse, c'est pas la jeunesse, par exemple. Bon,
Alors effectivement, il y a un temps pour la jeunesse, un temps pour la vieillesse. Il y a un temps pour l'été, il y a un temps pour l'hiver, il y a un temps pour le jour, il y a un temps pour la nuit. Il n'y a pas en même temps le jour et la nuit, il n'y a pas en même temps la jeunesse et la vieillesse. Il n'y a pas en même temps la pauvreté et la richesse, etc. Enfin, bon, etc., etc. Il n'y a pas en même temps manger et pisser. Bon, il y a des états successifs qui ont chacun leur raison d'être. Et donc l'astrologie, elle est d'une très grande richesse dans son histoire symbolique pour décrire le temps. Et cette richesse, elle est actuellement dans une sorte de situation incroyable, puisque ne pouvant plus, parce que d'une certaine manière, bon, alors il faudrait s'expliquer pourquoi il y a eu ce traumatisme. Pourquoi est-ce que tout d'un coup l'astrologie a fait basculer toute une logique qui était organisée autour du temps pour une logique de description de l'espace. Ça, c'est un des grands problèmes de l'histoire de l'astrologie. Pourquoi ça s'est produit comme ça? Mais une fois qu'on a compris cela, on se dit, on va chercher un vecteur principal, un vecteur central, qui va articuler tous les systèmes. C'est une sorte de révolution copernicienne. Effectivement, quel est le vecteur central de l'astrologie autour duquel tout le reste s'organise, si vous voulez. Tout l'ensemble de l'astrologie s'organise autour de cet élément central. Et ne fait sens que par rapport à cet élément central. Alors c'est un petit peu, pour employer une expression encore une fois liée au masculin et au féminin, c'est un petit peu l'homme par rapport aux femmes. Hein? Un seul homme peut successivement faire l'amour à 10 femmes ou faire des enfants à 10 femmes. Effectivement, il y a une sorte de polygamie, mais successivement, pas en même temps. Bon. Donc c'est cette espèce de faire les choses en même temps qui fait problème, et on essaie de comprendre pourquoi il y a eu ce blocage psychologique, épistémologique aussi, parce qu'en fin de compte, ça fait cette science, elle ne peut plus fonctionner normalement parce que justement, elle a ce type de blocage. Alors pourquoi est-ce que... Alors il est né effectivement une autre astrologie à cause de ça. Une astrologie spatiale, une astrologie du thème natal, où l'on va, au lieu d'étudier par exemple les aspects, normalement la théorie des aspects, c'est également une théorie temporelle. C'est-à-dire que, comme on le voit d'ailleurs ici, c'est-à-dire que c'est une théorie temporelle, c'est-à-dire que, par exemple, entre deux moments clés d'un cycle, eh bien il y a un aspect. C'est pas au même moment dans le thème qu'il y a l'aspect, c'est l'aspect, il est là pour marquer, par exemple, nous, dans notre système, tous les 45 degrés, il y a un moment important. Tous les 80 degrés, il y a un moment important. Nous, on ne va pas s'amuser à étudier un aspect entre Saturne et la Lune dans le thème natal. Ça nous intéresse à un moment donné. Ça ne nous intéresse pas du tout. Ce qui nous intéresse, c'est effectivement de dire que... voilà. Donc, la théorie des aspects est temporelle et non pas spatiale. La théorie des signes zodiacaux est temporelle et non pas spatiale. La théorie des maisons, c'est également bien évidemment un système temporel, avec des états successifs qui correspondent plus ou moins à la vie. Par exemple, les premières maisons, ça correspond à l'enfance, la famille, et puis les maisons plus tard, c'est la vie, le mariage, la vie professionnelle, etc. Donc ce sont tous des systèmes qui sont uniquement là pour nous expliquer qu'il y a un cycle. Comme je disais hier encore, vous pouvez décrire un cycle de 36 façons différentes. Hein. Ça n'a aucune importance. Alors quand il y a des gens qui vous disent par exemple maintenant « Ah oui, mais attention, il faut regarder à quel moment Mars entre dans un nouveau signe ou dans une nouvelle maison ». C'est une plaisanterie. Ce sont simplement des façons de présenter les choses. Il ne faut pas les prendre à la lettre. Voyez-vous, ça n'a aucune importance. On veut simplement nous dire qu'il y a une évolution, une involution, qu'à un moment donné, le cycle va passer par une phase paradoxale où les forces vont être complètement autres que celles de départ, comme la nuit n'est pas le jour, etc. Voyez-vous ? Donc, ce qui est intéressant, c'est pour cette néo-astrologie, cette nouvelle astrologie qui s'est constituée il y a déjà quand même plusieurs millénaires, à quoi elle sert aujourd'hui, bon, et à mon avis, ici, l'astrologie a quand même beaucoup de problèmes avec le... Regardez, par exemple, même au Moyen-Âge ou à la Renaissance, le grand truc de l'astrologie, c'était le cycle Jupiter-Saturne, par exemple. Tous les philosophes, tous les juristes, tous les hommes politiques connaissaient le cycle Jupiter-Saturne. C'était un cycle prévisionnel. C'était un cycle, on disait, voilà, il passe par les 4 éléments, il passe par des cycles. Mais c'était pas du tout...
il n'y avait pas de... à un moment donné, ils étaient à tel endroit, à un autre moment, ils étaient à tel autre endroit. Mais aujourd'hui, le système est arrivé à une complexité absolument affolante, effectivement. Et bon, alors, c'est un peu comme, on pourrait parler d'une sorte, en termes médical, une hernie, si vous voulez. C'est une hernie, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est sorti de ses gonds, qui est sorti du corps, comme ça, qui déborde, qui n'est plus à sa place, quelque chose qui s'est distendu, et qu'il faut faire une opération. C'est pareil, à la limite, c'est comme un malade qui viendrait vous voir en disant, voilà, j'ai une énorme poche comme ça qui descend, faites-moi une opération chirurgicale pour remettre les choses en place. Je ne peux pas continuer comme ça. Bon, il faut remettre les choses qui sont sorties, comme ça, il faut les remettre, il faut coudre tout ça pour que ça retienne bien et que... Alors pour l'instant, il y a une espèce de... Ça va dans tous les sens, ça déborde, il y a un débordement complètement. Et, il n'est pas lié que à l'astrologie, je pense que ce débordement est lié à tout notre état... Oui, probablement, parce qu'on parle... mondial, on va dire, c'est pas oui, de toute façon, comme vous le savez, l'autre jour je disais ça, vous demandez aux gens de vous parler de l'espace, ils peuvent vous parler de l'espace indéfiniment. Si vous leur demandez par exemple combien il y a de pays dans le monde, ils vont vous dire voilà, il y a tant de pays. On peut parler indéfiniment de l'espace. Maintenant, vous leur parlez du temps, déjà, souvent au niveau de l'histoire, ils sont complètement nuls, de toute façon déjà. Donc même au niveau du passé, ils connaissent très très mal l'histoire. Mais leur parler du futur, alors là, c'est même pas possible. Donc en fin de compte, nous sommes dans un monde de la spatialité, voyez-vous. C'est-à-dire qu'en fin de compte, nous avons la culture des gens. Vous demandez à quelqu'un de vous parler du monde au niveau spatial, il va vous dire oui, alors en Europe, il y a le Portugal. Ils peuvent parler pendant des heures de tous les pays qui existent. Mais justement, tous ces pays, est-ce qu'ils ont un véritable intérêt pour l'astrologie? Voilà, c'est là la question. Est-ce que l'astrologie, elle est responsable de la diversité des pays? Non. L'astrologie, non. Non mais beaucoup d'astrologues, ils vont vous faire le thème astral, comme vous disiez vous-même, du Portugal, de l'Espagne, etc. Voyez. Donc en fin de compte, aujourd'hui, l'astrologie, vous avez raison de dire que nous vivons dans un monde où les gens connaissent beaucoup mieux, sont beaucoup plus intéressés par l'espace que par le temps. Donc ils veulent savoir, par exemple, le réflexe d'un astrologue, c'est de dire « Ah, il y a une configuration, mais alors, ça va être dans quel pays ?» Ils veulent tout de suite situer spatialement le pays où ça va avoir lieu. Alors, donc les gens ont une culture spatiale beaucoup plus riche qu'une culture du temps. Vous n'avez qu'à interroger les gens, ils peuvent vous parler pendant des heures de tout ce qui existe, de tous les gens. Donc la diversité spatiale est quelque chose qui est complètement entré dans nos mœurs, alors que justement l'astrologie, elle n'est pas de l'ordre de la diversité spatiale, elle apporte justement un élément qui vient compléter la diversité spatiale et qui est la conscience du temps, la conscience des phases, etc. Donc effectivement, elle n'est pas là pour correspondre à nos modes de pensée, elle est là pour les compléter. C'est-à-dire qu'elle est là pour apporter du temps là où nous ne sommes plus que dans le domaine de l'espace. Donc à partir de ce moment-là, il faut réapprendre aux gens que, voilà, que finalement, cette diversité du temps, de l'espace, c'est une illusion, d'une certaine manière, comme diraient les hindous. C'est la Maya, c'est-à-dire que c'est Babel, c'est la tour de Babel. C'est-à-dire que ça n'a... Et actuellement, d'ailleurs, entre parenthèses, dans les phases de carré rouge, nous sommes dans Babel. Parce que dans les phases de carré rouge, chaque pays a sa propre, revendique sa culture, son histoire, son unité intérieure, etc. Et puis c'est le pays à côté qui est différent. Et c'est pour ça qu'on a autant de problèmes avec l'euro et avec l'Europe et avec toutes sortes de trucs comme ça. Ou même entre l'Égypte et les traités internationaux entre l'Égypte et l'Israël, par exemple, qui sont remis en question, etc. Parce qu'effectivement, voilà, c'est cela. Donc effectivement, la spatialité, c'est le monde du rouge. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de chef, quand il n'y a pas de leader, on est dans le spatial, si vous voulez. Bon. Et c'est-à-dire qu'il y a une sorte de morcellement de l'espace. Et le leader, il est là pour recoller tout ça et pour supprimer l'espace, en fin de compte. Par exemple, si on peut, de cette manière, on peut considérer par exemple qu'à l'époque de l'Empire soviétique, il n'y avait plus d'espace.
dans le monde soviétique. Il n'y avait plus qu'une temporalité. C'est-à-dire que la Tchécoslovaquie, la Hongrie, ça n'était plus des espaces séparés. Par contre, on faisait des prévisions. On essayait avec plus ou moins de bonheur. Voilà. Donc effectivement, le carré bleu réinstitue l'importance du temps aux dépens de l'espace, et le carré rouge réaffirme l'importance de l'espace aux dépens du temps. Voyez-vous ? Donc le leader, c'est celui qui est capable de refouler la démarche spatiale pour faire ressurgir la démarche de la modernité du temps. Voyez-vous ? Et donc effectivement, c'est cela que l'astrologie nous dit. Pourquoi c'est cela que l'astrologie ? Parce qu'à mon avis, l'astrologie, elle est née pour ça, en fait. C'est-à-dire que l'astrologie, elle est née pour instaurer le règne du temps. Tout à l'heure, on disait que l'astrologie, c'est la mise en place d'un grand cycle saturnien de 30 ans qui va prendre la place du cycle annuel ou du cycle lunaire. Donc c'est bien l'affirmation du temps, de l'emprise du temps. C'est les bâtisseurs du temps, comme on dit. Donc l'astrologie, c'est la construction du temps, et quand le temps est en crise, c'est-à-dire quand cette capacité de faire gagner le temps sur l'espace fléchit, décline, on a une résurgence, une réapparition de la dimension spatiale. Donc d'une certaine manière, l'astrologie spatiale est une sorte d'anti-astrologie. C'est-à-dire qu'elle défend la cause qui est celle contre laquelle l'astrologie est née. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les astrologues qui défendent l'idée que l'astrologie nous parle de l'espace, ou qui réinterprètent toutes les notions de temps en termes d'espace, sont des gens qui font de la contre-astrologie, d'une certaine manière. C'est le cheval de Troie de l'astrologie. C'est-à-dire qu'ils introduisent dans l'astrologie un poison qui est exactement ce qui est le contraire de pourquoi l'astrologie a été construite.